Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette table ronde du cycle organisé pour les 150 ans de la commune par l'association Faisons vivre la commune. Donc, ce soir, nous allons discuter des utopies, tirer le fil des utopies, avec nos deux invités qui sont toutes les deux militantes et historiennes. Michèle Riosarcé, excusez-moi, est spécialiste du féminisme, de la politique et des révolutions du 19e siècle. Et elle a écrit plusieurs fois sur la notion d'utopie, avec son dernier livre, Le Réveil de l'utopie, qui est sorti en février 2020, mais aussi par le passé d'autres choses, le dictionnaire des utopies, dont la 3e édition est sortie en 2015. Et Ludivine Bantigny de l'Université de Rouen en Normandie, qui est spécialiste de mai 68 et du contingent pendant la guerre d'Algérie. Et sa publication la plus récente, La commune au présent, une correspondance par-delà le temps, qui est sortie cette année. Donc, pour discuter de la commune et de l'utopie, on cite souvent Marx, parlant des Parisiens qui sont montés à l'assaut du ciel, qui est une phrase qui évoque tout de suite l'idée d'une notion d'utopie, du paradis, de quelque chose qui est loin, qu'on doit essayer d'y arriver, mais est-ce possible? Donc, je voudrais commencer en vous demandant de donner vos notions d'utopie. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une perspective réelle? Donc, on va peut-être commencer par Michèle. Effectivement, l'utopie a fait un petit peu tous les métiers comme la liberté. Et il faut restituer au père fondateur le sens de l'utopie. C'est un texte, une idée qui a été émise par Thomas More au XVIe siècle. Et comme il n'était pas tout à fait libre d'exprimer son point de vue critique à l'égard de l'Angleterre d'Henri VIII, il a joué sur l'ambiguïté du « ou », qui veut dire aussi bien bon lieu comme non-lieu. Mais ça serait très difficile de vous retracer la totalité de l'histoire de l'utopie. Surtout, il faut savoir que nous sommes, nous, au XXIe siècle, les héritiers de ce qu'on a appelé la modernité, c'est-à-dire au moment de la Révolution française, où les utopies, qui étaient préalablement un petit peu réservées à la textualité, au rêve, à l'idéal, à partir du moment où la Révolution est intervenue, tout a changé. Les utopies sont entrées dans l'histoire et le siècle de l'utopie est incontestablement le XIXe siècle, dans la mesure où le temps de l'utopie est à la fois lié aux doctrines, aux idées, aux idéaux conçus par ceux qu'on a appelés les utopistes, mais en fait, ils se disaient eux-mêmes réformateurs, Fourier, Saint-Simon, Owen. Et ce temps, c'est le temps des révolutions, c'est-à-dire le temps du XIXe siècle. On a accusé les utopies d'être responsables des révolutions, celles de 1830, celles de 1848, puisque l'expérience révolutionnaire, c'est-à-dire l'entrée des anonymes, des sans-noms dans l'espace public pour réclamer l'achèvement de la révolution, a été très vite pensée comme un danger fondamental dans la mesure où il entrait en quelque sorte, je dirais presque en république, il rentrait dans l'espace public pour demander l'achèvement des principes révolutionnaires, liberté, égalité, fraternité. Et donc les réformateurs ont été considérés comme des utopies. Et c'est pour ça qu'il faut être des utopistes. Il faut être très, très, très attentif, ne pas mélanger à la fois doctrine et expérience utopique, se méfier des filiations indirectes, de Platon en passant par Thomas More jusqu'à Saint-Simon,
Et il faut faire très attention dans la mesure où les utopies comme chimères, comme illusions, ont été construites par les ennemis des révolutionnaires. Tous ceux qui craignaient de perdre quelque chose dans cet achèvement de la Révolution au XIXe siècle. Et d'un certain point de vue, 1848 est peut-être cette expression utopique, mais c'est peut-être aussi et surtout la Commune qui représente cette expression, cette tentative de rendre vrai les mots qui n'étaient que des principes. 72 jours, c'est extrêmement court. C'est pourquoi Jacques Rougerie, dont on expose le livre sur Varlin, lorsqu'il écrit son histoire de la Commune dans le que sais-je de 2014, il a fait plusieurs versions, il dit que la Commune peut être considérée comme une utopie réalisée, éphémère certes, mais une utopie, puisque celle-ci a fait craindre le pire à tous ceux qui possédaient quelque chose et qui craignaient de perdre ce quelque chose. L'utopie, dans ce sens-là, est équivalente, bien sûr, de l'émancipation, est équivalente de l'auto-organisation. C'est pour ça que moi, personnellement, lorsque j'ai écrit Le réel de l'utopie, je la définirais comme une brèche, une expérience concrète, individuelle et collective, à partir de laquelle les uns et les autres, les unes et les autres, anticipent sur le devenir de quelque chose à laquelle ils aspirent et imaginent un autre monde avec la réalisation concrète de la démocratie. Donc, pour l'instant, mais peut-être que Ludivine va vous ajouter quelque chose. Non, mais bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci évidemment. Faisons vivre la Commune qui nous aide justement à faire vivre aussi ses espérances. Et merci beaucoup à Penny pour l'animation de ce débat. Bon, Michel, tu as dit l'essentiel, évidemment. Je pense que ce qui est intéressant dans l'utopie, c'est qu'elle a un creux, forcément. C'est-à-dire que c'est le comment nous pourrions vivre. Et donc, son creux, c'est ce que nous vivons. Je pense à André Gorz qui disait à propos de l'utopie que c'était déjà une manière pour nous de prendre la mesure de nos existences et de nos existences abîmées, de nos existences amputées. Donc, c'est pas seulement un idéal, mais c'est vraiment déjà une forme régulatrice pour prendre, encore une fois, la mesure et la pleine conscience de ce qui nous manque et de la façon dont nous pourrions nous émanciper de ce manque, puisque c'est vrai que dans l'utopie, il y a la grande idée de l'élan, de la liberté et de l'affranchissement. On peut aussi considérer que dans l'utopie, il y a également un stigmate. Michel l'a rappelé, au fond, rarement les utopies se sont considérées comme telles. Et en même temps, dans ce stigmate, il y a toujours, on le sait bien, un retournement. À un moment, on retourne toujours le stigmate. Et là, je pense tout particulièrement à Louise Michel, dans un certain nombre de textes où elle disait que précisément, mais oui, il nous faut des utopies, et il nous faut des utopies parce que de toute façon, elles se réaliseront. Elle était extrêmement confiante dans cette espèce de futur antérieur et de futur réel de l'utopie. Futur antérieur aussi au sens où elle parlait d'un passé qui pouvait revivre avec des expériences déjà affranchies. C'était le cas de certaines des communes médiévales. Et en même temps, elle nous disait, à propos de l'utopie, que ce qui a jadis été considéré comme utopique a fini par être réalisé et que jadis, on ne pouvait pas forcément le concevoir, imaginer qu'on se libérerait, par exemple, de la féodalité, pour reprendre l'exemple qu'elle citait. Et puis enfin, je pense que dans l'utopie, il y a l'idée d'une praxis. Alors, c'est un mot qu'on n'utilise plus énormément, mais ça fait écho à ce que disait Michel sur le fait qu'il y a de la doctrine, même si le mot peut apparaître un peu massif. Mais en tout cas, dans l'utopie, il y a un projet, éventuellement théorique, mais une praxis aussi au sens où cette théorie s'articule à une pratique réelle, vivante. Et évidemment, la Commune est dans ce sens aussi une utopie réalisée. Donc, monter à l'assaut du ciel, ce que disait Marx, on le sait bien, c'est devenu très banal finalement de le rappeler, mais c'est quand même très important quand il expliquait que l'essentiel déjà de la Commune, c'est d'avoir existé. L'essentiel de la Commune est dans son existence même, parce qu'elle a pu prouver qu'une révolution populaire, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi une prise de pouvoir populaire,
une démocratie réelle, on pourra sans doute y revenir, a pu prendre forme et a fait la démonstration que cette légitimité à faire l'histoire était bel et bien tangible et réelle. Donc utopie réelle, utopie concrète. Oui, donc si on pourrait revenir sur cette idée que la commune était une utopie réalisée, si vous pouvez expliciter un peu plus dans quel sens, parce que il y a aussi, évidemment, quand on regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, on peut aussi être critique de la commune qui n'a pas fait suffisamment sur cette question. Par exemple, on critique souvent la commune parce que les femmes n'ont pas eu le droit de vote, bien que les femmes ont eu droit à s'exprimer, à faire des propositions, à faire des choses, etc. Bon, c'est juste un exemple. Mais donc, Michel, sur... Oui, et Ludivine l'a rappelé, moi je préfère la phrase de Marx qui me semble correspondre à ce qu'était la commune, c'est son existence même. Et cette existence, elle a marqué le temps puisqu'elle a fait peur absolument à tout le monde. La grande majorité, presque l'essentiel des écrivains du temps, des grands écrivains du temps se sont prononcés contre la commune parce qu'elle était non seulement populaire, mais l'attention portée par les communards à l'organisation concrète, non seulement de la résistance, mais de l'organisation du travail, de l'instruction. Varlin considérait que la commune peut-être venait trop tôt, que le peuple n'était pas tout à fait prêt pour s'emparer précisément de cette émancipation qui faisait le sel de toutes les associations qu'ils avaient mis en œuvre préalablement, puisqu'on a tendance à imaginer que cette commune est arrivée, bien sûr, comme résistance par rapport à l'assaut, là pour le coup, de l'armée prussienne, mais c'est un processus qui aboutit, un long processus associatif qui a bien sûr permis la constitution de la Première Internationale, et cette attention à l'auto-organisation était fortement ancrée parmi les militants mutualistes, communistes, quelle que soit l'organisation à laquelle ils appartenaient ou pas du tout. La commune, c'est ce qui fait sa force extraordinaire. Attention d'abord à l'élection par quartier, l'élection par commune. L'idée qu'ils avaient, l'idéal, c'était la fédération de communes. Ils n'imaginaient pas que la commune de Paris allait rester seule et se battre seule. Et puis tout ce que les uns et les autres ont pu organiser, les commissions dans les quartiers pour l'organisation du travail, comme je disais, pour l'instruction. Ils étaient tous, pour l'essentiel, les communards, y compris tous ceux qui étaient, disons, dans l'équipe, non pas dirigeante, mais organisatrice, ils étaient tous attentifs à l'instruction publique. Et on le sait, la commune a été la première à inventer précisément cette instruction libre, obligatoire, avec tout ce que ça implique comme ouverture fabuleuse sur le devenir possible d'une réelle démocratie. Marx a employé le terme, je crois que c'est l'interprétation qu'en a fait Miguel Abinsour. Je voudrais en même temps rendre hommage à Miguel Abinsour, qui était un grand connaisseur de Marx et aussi un grand spécialiste de l'utopie. Il expliquait que dans un cadre comme la commune, ils ont inventé ce qu'on pourrait appeler la démocratie insurgente. Pas simplement la démocratie directe, mais la démocratie insurgente, avec bien sûr les conditions qui étaient les leurs, extrêmement difficiles. Varlin s'est beaucoup occupé de la subsistance pendant tout le temps extrêmement court de la commune, et les uns et les autres ont dû affronter des difficultés absolument inouïes. On a peine à imaginer cette difficulté. C'est la raison pour laquelle, moi personnellement, mais je ne suis pas la seule, plutôt que de commémorer la commune, je préfère ce que Benjamin appelle la remémoration, après bien d'autres, et en particulier c'est en référence à Proust, voire Bergson, c'est la tentative justement de
restituer pas simplement les enjeux du temps pendant la Commune, mais de retrouver l'actualité de l'utopie, se remémorer ce que disait un tel et un tel pour comprendre quels étaient les enjeux quand, par exemple, André Léo, à la fin de la Commune, explique « Vous avez fait des choses absolument extraordinaires, mais vous avez oublié une chose, c'est la cause des femmes. » Donc, voyez cette remémoration, c'est-à-dire ce souvenir avec force des propos, des actes, du livre en actes, comme disait Cœur de Roi, celui qui a inventé précisément ce mot libertaire avec Joseph Desjacques dans les années 60, eh bien, essayer de rassembler la totalité des textes, la totalité des actions des uns et des autres pour se réapproprier, si possible, dans notre propre actualité. Et nous le savons, nous avons à affronter énormément de difficultés aujourd'hui. Oui, pour aller dans le sens de Michel, ce qu'on peut se dire à propos de cette utopie réalisée, c'est qu'évidemment, elle est à l'intersection d'un héritage, d'une sorte de sédimentation de temporalité, et puis d'un surgissement, d'une irruption. Sédimentation et héritage au sens où c'est une longue construction de formes de solidarité, de coopératives, de caisses de prévoyance, de caisses du sou, de chambres syndicales, de mutuelles, etc., de cantines populaires, de restaurants coopératifs, on les connaît bien évidemment, avec Varlin, avec Nathalie Lemel, avec les Marmites, etc. Avec toutes ces sociétés fraternelles, Société pour l'œuvre scolaire, Société pour le droit des femmes, la Société fraternelle des institutrices et instituteurs socialistes. Enfin voilà, il y avait cette constellation, ce tissu justement de solidarité extrêmement vive qui précède la Commune. Et tout à coup, en même temps, cette Commune, elle est un surgissement, après plusieurs tentatives, d'ailleurs, en octobre 70, en janvier, de monter sinon à l'assaut du ciel, au moins plus modestement à l'assaut de l'hôtel de ville, mais ce qui est évidemment considérable. Et donc un basculement dans un autre temps. Et puisque Michel, tu parlais de Benjamin, évidemment, on ne peut que penser à Benjamin quand on voit... Benjamin parlait des étincelles et des entrechocs entre le passé et le présent, le présent finalement qui bondit à un moment donné dans des sauts vers le passé, et ils se rencontrent. Et ça, c'est très important pendant la Commune. C'est ça aussi une manière de faire vivre une utopie réelle. C'est qu'il y a on a beaucoup réfléchi avec Michel sur la référence au passé, l'historicité. Il y a une profonde conscience historique, je dirais même que c'est comme une colonne vertébrale, le rapport à l'histoire, mais pas une histoire morte précisément, pas une histoire qu'on commémore, mais une histoire qu'on fait vivre en parlant des pères de la Révolution française, en sentant encore justement vibrer ce souvenir. Les femmes de la Commune vont souvent se référer aux femmes de la Révolution française. Elles reprennent leur héritage aussi en se sentant pleinement légitimes à venir dans les clubs, à prendre la parole, à se sentir aussi pleinement en capacité justement d'intervenir sur les questions qui concernent le bien commun finalement. Et c'est quand même très révolutionnaire, même s'il y avait eu une expérience précédente, les tricoteuses de la Révolution française qui venaient dans les assemblées, qui avec dignité, courage et enthousiasme prenaient la parole, donnaient leur avis, même si la fenêtre s'est quand même assez rapidement refermée sous la Révolution. Et donc, elles n'entendent pas s'en laisser compter. Et en même temps, évidemment qu'il y a des divergences. Tu le soulignais avec le fait qu'il n'y a pas eu de droit de vote pour les femmes, mais elles ne se sont pas posé cette question. C'est ça qui est intéressant. C'est que, bien sûr, ça nous fait réfléchir tout autrement à la citoyenneté. Elles se sentaient tellement citoyennes. Elles se sentaient tellement partie prenante de cette œuvre en train de s'accomplir par toutes les formes, justement, d'émancipation. Et elles pensaient énormément, on le sait, à l'émancipation par le travail, l'auto-organisation, qu'a si bien souligné Michel. Voilà, partager le travail autrement, se libérer du joug des oppresseurs, du joug des exploiteurs, du joug du capital, parce que pour certaines et certains, c'est fondamental. Et donc, c'est ça pour elle, la citoyenneté. Le terme d'horizon d'attente finit par être assez galvaudé, mais en l'occurrence, dans le champ des possibles, la question du vote se posait beaucoup moins que la question, justement, des droits. Voilà.
Et bien sûr que la commune a été divisée. Varlin pensait vraiment à l'émancipation des femmes par le travail, par une véritable égalité, par l'égalité des salaires, par le fait que les femmes devaient sortir aussi de chez elles, alors que d'autres hommes de la commune estimaient que oui, émancipation par le travail, mais quand même que les femmes maintiennent un travail domestique. Et c'est ça qui me semble aussi important pour aller dans le sens de Michel également sur le refus de commémorer un événement comme un fétiche, qui serait une sorte de bloc homogène, alors que non, alors qu'il est traversé de failles, il est traversé de brèches, il y a des divergences. André Léo s'est opposé à certains de ses camarades, de ses frères de la commune sur la question de la liberté de la presse. Pour elle, l'utopie réalisée, c'était une liberté de la presse pleine et entière. Et d'autres lui disaient, mais ce n'est pas réaliste quand nous sommes en guerre civile, quand on veut face à nous, nous mitrailler et finalement nous exterminer. Nous ne pouvons pas donner cette liberté aux journaux qui voudraient nous livrer en pâture à la mitraille. Voilà. Donc là aussi, il y a vraiment des tensions, des divergences. Et pour terminer sur un autre exemple, le rapport à la Révolution française, justement, qui, comme je le disais rapidement, est tellement structurel, en même temps, il divise. Est-ce qu'on va faire un comité de salut public ? Certains se disent, mais non seulement on n'a pas de mandat pour ça, hein, élus de la commune, nous ne sommes pas mandatés, nous ne sommes pas des plagiaires, hein, comme le disait aussi Gustave Courbet. Et en même temps, d'autres se disent, mais si c'est là que se trouve un enjeu stratégique majeur pour essayer de faire face justement à la détresse terrible dans laquelle nous sommes plongés avec cette guerre implacable que mène Versailles. Donc voilà, il y a ces fissures, il y a une majorité, il y a une minorité. Hein. C'est ça aussi le processus en acte, la praxis que j'essayais de mentionner. Ça me semble être un mot important parce que on n'est pas dans un idéal qui serait réalisé. Non, on est dans des hésitations, dans des tâtonnements, dans des divergences, des désaccords, des débats vifs. Et en même temps, parce que tu soulignais bien sûr l'œuvre de la commune à ses limites, etc. Mais en même temps, c'est quand même assez spectaculaire. Enfin, moi, c'est pas pour, idéaliser, hein, pas du tout. Et c'est toujours la question du verre à moitié plein ou verre à moitié vide. C'est vrai qu'on a eu beaucoup tendance à dire, mais oui, mais au fond, et la Banque de France. En fait, ça peut s'expliquer, hein, bien sûr, sur les enjeux démocratiques, pourquoi on ne touche pas à la Banque de France, etc. Mais c'est surtout qu'il y a eu une œuvre vraiment considérable et à certains égards réellement révolutionnaire. On pourrait y revenir plus précisément. Oui. Je pense qu'effectivement, notamment cette année, avec des initiatives placées sous le mot d'ordre de 1871-2021, la commune n'est pas morte. Même notre association avec son nom faisant vivre la commune, c'est exactement cet aspect des choses qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire que les idées de la commune, y compris l'œuvre de la commune, ont encore beaucoup à nous apprendre et nous apporter aujourd'hui. Et par exemple, à un niveau très, très local, ici dans le 20e, je fais partie d'un petit collectif de femmes. Nous avons déjà fait une déambulation pour effectivement commémorer les communards, connus et inconnus, parce que les femmes passent trop souvent inaperçues, pas toutes évidemment, mais en essayant, donc on a fait une petite déambulation avec les lieux liés à la commune, mais en essayant toujours de faire le lien entre la commune, ses idées, son œuvre, et ça qui se passe aujourd'hui. Donc, devant un foyer des migrants pour parler de l'internationalisme de la commune, devant le théâtre occupé, le théâtre de la colline aussi, pour parler de l'aspect culturel, parce que c'est vrai que la commune était un moment de vie où il y avait plein de choses. Hein. C'était... avec y compris des chansons, etc., comme nous connaissons. Et c'est vrai que cet aspect-là de la commune,
En plus, ce n'est pas qu'en France. On a la commune de Rojava qui fait référence aussi à la commune de Paris. Et actuellement, c'est vrai, en ce moment des 150 ans, je vois partout dans le monde, en fait, les gens qui discutent la commune de Paris, sa pertinence aujourd'hui, etc. Donc, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus sur ces idées-là? C'est important, et pour rebondir, pour savoir justement qu'est-ce que ça veut dire s'approprier la mémoire du passé. Je voudrais lire simplement un texte de Varlin en 69. Il a, lui, voté en minoritaire, il était minoritaire lors du congrès de l'Internationale pour le travail des femmes, alors que la totalité de l'Internationale était défavorable au travail des femmes. On sait que Proudhon était très important et très influent, et lui expliquait que la commune, c'était l'équivalent de la famille, avec une hiérarchie, donc avec une supériorité accordée aux hommes. Et Varlin écrit en 69, et vous allez voir ce que veut dire se réapproprier d'une certaine manière la mémoire de la commune ou des textes, ou la praxis, comme disait très justement Ludivine tout à l'heure. L'association, dit-il, n'a pas pour but d'organiser les travailleurs en vue de soutenir une lutte permanente contre les détenteurs de capitaux. Elle vise plus haut. Elle se propose de réaliser l'affranchissement complet du travail en amenant les travailleurs à la possession de l'outillage social et les éléments naturels indispensables à la production. Loin de vouloir organiser la guerre, elle a la prétention d'établir la fraternité entre les hommes, sans distinction de couleur, de race ou de croyance. Et Varlin, qui était relieur, donc un ouvrier, qui a toujours été extrêmement attentif à la connaissance, au savoir, il reproduisait ce que disait une femme dans les années 1833, « Savoir, c'est vivre, et retenir dans l'ignorance, c'est presque un homicide », avait lu Condorcet. Et on croirait relire un texte de Condorcet qui expliquait qu'il fallait la liberté pour tous, sans distinction de sexe, de race, de croyance ou précisément de couleur, comme il l'expliquait très justement. Il était minoritaire, Varlin, et ces conflits qui ont opposé les uns et les autres avaient un sens, c'est-à-dire que les uns ne voulaient pas reproduire ce qui s'était passé pendant la Révolution, parce que la Révolution, elle était datée, elle avait des enjeux, et lui cherchait justement à valoriser l'association, donc l'émancipation. Et donc maintenant, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, c'est-à-dire maintenant que les avant-gardes, d'une certaine manière, ont quelque peu failli, on retrouve cette préoccupation extraordinaire dans les associations un peu partout dans le monde. On retrouve cette renaissance, cette résurgence de l'émancipation. On retrouve cette préoccupation de mettre un terme au mensonge des mots, de faire en sorte que la liberté soit vraie, que la République soit vraie. Et donc, on retrouve cette idée de République démocratique et sociale. Et bien sûr, on retrouve cette idée fondamentale de commune qui avait été bien mise en perspective à une certaine époque par Victor Considérant, lui-même héritier de Fourier. Et donc, d'un certain point de vue, l'actualité de la commune nous fait comprendre ce que République démocratique et sociale veut dire. Et donc, cette République à laquelle beaucoup de révolutionnaires et d'ouvriers aspiraient pendant le XIXe siècle, c'est pas du tout la nôtre. C'est-à-dire que la Troisième République a été mise en place contre la commune, pour l'essentiel. La commune n'a jamais été réinvestie, réintroduite dans l'histoire de la République. Et tous les collectifs qui aujourd'hui, pas simplement en France, mais de par le monde, se réapproprient cette idée d'émancipation qui commence par s'émanciper à la fois par soi-même et au sein d'un collectif, c'est quelque chose qui nous permet de saisir l'actualité de la commune. Donc on rediscutera peut-être juste à la fin sur cette question et qui aujourd'hui peut être restituée dans cette appropriation et dans cette résurgence des idées de la commune, même si les uns et les autres ne connaissent pas l'existence de la commune. Mais c'est
je dirais, ce réveil de cette émancipation qui a été mise à l'écart de l'histoire pendant des décennies. Et je l'ai déjà dit, mais peut-être que c'est bon de le répéter d'une certaine manière. Je pense que nous réveillons, comme le disait Derrida dans ce très beau livre « Spectre de Marx », de 2 siècles d'illusions et de mensonges. Et de ce point de vue-là, je crois que la commune peut nous être utile pour restituer justement ces espoirs qui ont été mis à l'écart de l'histoire. C'est très beau que Michel cite Derrida, parce que du coup, ça me fait penser à ce qu'il appelle l'anthologie. Mais il joue avec les lettres du mot anthologie, il met le H au début, et ça nous donne donc la hantise, voilà, et la connaissance par la hantise. Et donc, évidemment, les spectres, et les spectres de l'histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que les survivantes et les survivants de cet horrible massacre qui a été perpétré sur les hommes et les femmes de la commune et qui a véritablement exterminer cette espérance révolutionnaire, eh bien, se sentaient, pour reprendre la fameuse expression de Victorine Brochet, comme des morts vivants, des mortes vivantes. C'est quelque chose qui a beaucoup travaillé aussi Louise Michel, hein, l'idée du spectre, l'idée du fantôme, et puis beaucoup ont repris aussi, par exemple, la formule de Victor Hugo qui n'était pas destinée d'ailleurs à la commune. C'est une formule qui précède la commune. Hein. Les morts sont des vivants mêlés à nos combats. Et en même temps, on le dira beaucoup au mur des fédérés, justement. Les morts sont des vivants mêlés à nos combats. Où j'aime beaucoup aussi ce qu'exprimait Jean-Baptiste Clément, qui me semble très juste pour ce que l'on peut faire aujourd'hui, et y compris dans ces discussions. Il disait donc il faut que nos morts nous apprennent à vivre. Et c'est ça, en fait. Il et elle nous apprennent à vivre parce que l'histoire ne peut pas être froide, là. L'histoire ne peut pas être glacée, l'histoire ne peut pas être pétrifiée. Enfin, la neutralité, j'y crois pas beaucoup en général, mais alors certainement pas pour ce genre de sujet. On a besoin de voir comment il et elle se sont justement débrouillés avec leurs espoirs, avec la pratique justement de ces expériences, la mise en pratique, etc. Et ces mises en pratique, tu le soulignais à propos du 20e arrondissement, elles sont quotidiennes. Alors justement, mais vraiment pas très loin de cet endroit où on est, puisqu'on est rue de Ménilmontant, il existe une association qui vit depuis plusieurs années, ça s'appelle les Marmoulins de Ménil, et c'est une sorte de coopérative en fait, populaire et ouvrière. Les coopératives ouvrières sont très présents pour cette association. Donc concrètement, on va chercher de la nourriture, des vivres à Rungis, et puis on fait des distributions, etc. Dans le quartier. Mais ce que je veux dire par cet exemple, c'est que c'est la commune qui vit en fait, parce que la référence à la commune et à toute cette constellation de coopératives populaires et ouvrières qu'on a déjà évoquées dans cette discussion, c'est une référence prégnante, présente, vraiment vivante. Donc c'est un autre exemple dans le quartier. Et puis ensuite, tu as cité le Rojava, donc ça nous éloigne de Ménilmontant. Mais en fait, non, c'est fascinant au Rojava, parce qu'en effet, c'est une expérience communaliste. Bien sûr que c'est une expérience, pour reprendre l'expression de Jérôme Bachet, cette fois à propos du Chiapas au Mexique, c'est l'existence communale. Hein, l'existence communale. Et ce qui est passionnant, c'est la façon dont on est arrivé là au Rojava, c'est-à-dire finalement en renonçant à l'idée d'un État qui serait un État kurde. Öcalan, il a renoncé à un moment. Il s'est dit, voilà, en fait, je comprends. Alors, il a lu Murray Bookchin, etc. Et tout à coup, il s'est dit, non, on ne va pas faire un État qui, finalement, reproduit toujours une forme de domination, exerce son autorité, etc. Et donc, on va faire une fédération de communes. Même si, hein, là aussi, toujours pour nuancer et ne pas fétichiser ou ne pas idéaliser la commune, Murray Bookchin lui-même, qui a été quand même très largement, en l'occurrence, l'inspirateur de ce communalisme du Kurdistan syrien au Rojava, il était assez critique vis-à-vis de la commune de Paris. Enfin, plus précisément, il avait un reproche à lui faire, c'est-à-dire que le conseil de la commune n'avait pas forcément accordé, selon lui, suffisamment de place, suffisamment d'importance aux assemblées populaires, aux assemblées de quartier. Pour lui, le communalisme réalisé, comme on le voit au Rojava, mais comme on le voit aussi au Chiapas, c'est vraiment que voilà, c'est une société sans État où
les assemblées, là où on est, là où on vit, là où on habite, là où on travaille, décident. Et décident non pas seulement dans une forme institutionnelle, politique, démocratique, mais décident pour tout ce dont on a besoin, qu'est-ce qu'on entend produire, qu'est-ce qu'on entend consommer, etc. Donc ça change tout, ça change le rapport au vivant, ça change le rapport à l'enfance, à l'art, à la création, et voilà, et à l'économie aussi. Bon. Et pour terminer, en tout cas sur cette partie de notre échange, je voulais aussi parler du Chiapas, parce que là, on va quand même avoir une chance extraordinaire. C'est quand même un événement incroyable. Une délégation zapatiste du Chiapas qui arrive en juin, mi-juin, donc très bientôt. Plus de 160 femmes et hommes, dont une personne trans qui sera la première à poser le pied sur le sol européen, et qui ont beaucoup à nous dire eux aussi, justement, sur leur expérience, leur existence communale, sur l'émancipation par rapport à l'État, par rapport au pouvoir capitaliste aussi, qu'ils et elles ont réalisé. Donc, voilà, on va monter au mur des fédérés le 29 mai et il y aura un bloc zapatiste parce que là, pour le coup, il y a une sorte d'entremêlement du passé et du présent. C'est vraiment un entremêlement réel et vivant. Merci. C'est peut-être le moment, s'il y en a parmi les présents qui voudraient poser des questions, faire des remarques, être en désaccord avec ça qui a été dit. Je pense que maintenant, c'est le moment. Je ne sais pas exactement comment ça peut se passer pour les microphones. Ah. Du coup, les questions, comme je le disais avant qu'on commence, c'est après l'enregistrement. Sauf si vous avez fini. Ah, d'accord. Je n'avais pas été prévenue que c'était comme ça. Bon, c'est comme... Bon, alors, on va continuer. Alors, Michel, est-ce que tu voulais rebondir sur ça que Ludivine avait dit? Je pense que Ludivine a parfaitement raison. C'est-à-dire que cet exemple, ou disons cette appropriation d'une expérience particulièrement dramatique, mais aussi d'une efficacité redoutable, puisqu'elle a fait craindre le pire à tous ceux qui étaient très, très, très hostiles à la mise en œuvre de la vérité des mots. Eh bien, cette expérience, elle est un petit peu partout. Alors, c'est vrai qu'il y a cet exemple du Chiapas, mais plus près de nous encore, par exemple, si on voit ce qui se passe à Barcelone, il y a une tradition qui remonte même pas à 1936, qui remonte dans les années 70, à une période à la fin du 19e siècle, où le processus révolutionnaire paraissait presque acquis, allant de soi. Il était normal d'imaginer l'aboutissement des promesses révolutionnaires ou des promesses des Lumières. Et il y a des associations extrêmement efficaces qui mêlent à la fois travail et culture, les Ateneo Populares, qui sont d'une efficacité très très grande et qui, à l'heure actuelle, anticipent un petit peu sur ce collectif d'un devenir possible, sur une démocratie réelle. Et je crois que là aussi, cette expérience est importante. Mais chez nous aussi, il y a des expériences qui précèdent aussi le mouvement des Gilets jaunes, des expériences, en particulier, je pense aux expériences du plateau du Limousin. Je pense en particulier à des collectifs comme Ambiance Bois qui organisent un travail depuis plusieurs années. Ils se partagent les salaires, ils ont vraiment une liberté de vie au quotidien. Chacun fait ce qu'il peut et par ailleurs, le travail est distribué collectivement. Et puis, bien entendu, ce qui s'est passé à la ZAD de Nantes, le combat qu'ils ont mené et qui résiste. Et puis, ce qui s'est passé tout récemment, enfin récemment à l'échelle de l'histoire, des collectifs de Gilets jaunes qui perdurent et qui redécouvrent le mot et l'importance de la communauté, l'importance de l'idée commune. Je pense notamment aux Gilets jaunes de Commercy. Il va y avoir d'ailleurs, ils vont organiser
un petit peu un lien avec la Commune de Paris, une exposition qui est d'ailleurs organisée à Bruxelles. Je fais une toute petite parenthèse pour Bruxelles parce qu'on a tendance à négliger l'importance aussi révolutionnaire des Belges. Ce dont je parlais à propos de Varlin et du livre de Jacques Rougerie, il note dans son livre l'extraordinaire connivence qui existait entre César de Pape et Varlin. Et donc la tradition, là encore, révolutionnaire est présente, même si on connaît mal, même si on n'en parle pas. Et il va y avoir une grande exposition à Bruxelles sur la Commune, et cette exposition va se promener, si je puis dire, à Commercy. Et il va y avoir cette actualité de la Commune reprise, en quelque sorte, par les Gilets jaunes de Commercy, qui durent malgré les obstacles, malgré les difficultés, comme d'autres collectifs aussi tentent de mettre en œuvre, c'est-à-dire d'expérimenter quelque chose qui pressent l'idéal de cette démocratie à laquelle un bon nombre de nos ancêtres aspiraient et souvent sont morts pour elle. Donc cette actualité est vraiment très présente partout dans le monde. Quentin de Luermoz, qui a écrit le très beau livre sur la Commune au pluriel, a bien montré cet écho, comme tu l'as dit, cet écho que la Commune a eu un petit peu partout dans le monde, que ce soit à Shanghai et ailleurs. Et cet écho, à l'heure actuelle, est saisi vraiment par cette actualité, compte tenu de l'urgence qui est la nôtre aujourd'hui, pour tenter de répondre, si c'était possible, aux obstacles qui sont les nôtres, que ce soit sur le plan écologique et sur le plan de l'organisation du travail, au sens où l'entendaient les associations de 48, c'est-à-dire l'organisation des travailleurs pour essayer d'imaginer un autre monde possible. Alors certes, c'est un idéal, certes, c'est une utopie, mais comme tout idéal et comme toute utopie et comme la liberté, c'est vraiment en devenir. Non, mais évidemment que Michel, du coup, a raison de souligner l'importance, par exemple, des zones à défendre. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a 4 ans, avait organisé des journées sur la commune, les communes, où il était question aussi bien de la Commune de Paris que des communes espagnoles sous la Révolution, mais aussi d'autres expériences extra-européennes. Et ça, c'est aussi important qu'on décale le regard par rapport à un certain eurocentrisme. Européocentrisme, c'est normal quand on parle de la commune, mais par exemple en évoquant les expériences d'affranchissement de certains esclaves et donc les communautés de marronnage, les communautés marronnes qui avaient précisément réussi justement une émancipation et une existence elle aussi communale. Alors loin du Brésil notamment, on peut parler des Gilets jaunes comme l'a fait Michel. Bon, évidemment, les Gilets jaunes, c'est complexe, il y a plein de courants, il y a plein de... Voilà, il n'y a pas du tout d'homogénéité, on le sait bien. Il y a une partie des Gilets jaunes qui s'est vraiment retrouvée dans l'idée communaliste, comme on le sait, qui, au travers de Maisons du Peuple, au travers évidemment de ronds-points, a lancé des appels à des assemblées, et il y a eu des assemblées à Commercy, à Saint-Nazaire, bien sûr depuis la Maison du Peuple de Saint-Nazaire, à Montpellier, à Monceau, etc. Et bientôt à Paris d'ailleurs, à nouveau, ou en région parisienne. Et Commercy, c'est ça qui est vraiment intéressant dans toutes ces filiations, c'est qu'à Commercy, il y a eu en janvier 2020 une commune des communes. Après l'Assemblée des assemblées, c'était vraiment une commune des communes pour partager vraiment toutes sortes d'expériences justement d'émancipation, de lieux habités autrement, de lieux occupés autrement, comment on peut se passer aussi de certaines formes de pouvoir, hein, même si c'est compliqué. Hein. Et en même temps, à Commercy, il va y avoir un accueil justement de la délégation zapatiste. Donc en quelque sorte, je ne dirais pas que la boucle est bouclée parce que rien n'est fermé, rien ne se boucle et tout s'ouvre comme les horizons qu'évoquait Michel. Mais en tout cas, c'est tous ces liens qui se tissent et qui sont vraiment passionnants pour montrer encore une fois que ce passé est vivant. Est-ce que
vous pensez que le fait que la Commune de Paris soit au niveau d'une ville, donc par d'un pays entier, ou même en fait d'une grande région, est-ce que ça rend quelque part plus accessible pour les gens de se projeter dans ce type d'expérience et de voir comment ça serait possible, en fait, de réorganiser la vie dans toutes les façons qu'a fait la commune? Est-ce que ça semble une idée plus accessible que de penser tout de suite, en fait, qu'au niveau de réorganiser la société au niveau d'un pays? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette idée que ce soit quelque chose de réduit? Oui, d'un ville petit collectif. Enfin, remarquez, Paris, c'est quand même assez grand et assez immense. Mais c'est surtout parce que peut-être qu'on néglige, la commune est devenue un mythe, mais on néglige les conditions d'émergence de cette commune. C'est vraiment... Elle a surgi, Ludivine le rappelait, de manière inattendue. On ne s'attendait pas à ce qui se passe comme ça. Et c'est d'abord une résistance par rapport à la collusion entre la Prusse et Versailles, entre Thiers et Bismarck. Mais cette situation-là a permis de voir exploser quelque chose qui était peut-être attendu. On a peine à imaginer que réellement, c'est quelque chose qui aboutit vraiment par rapport aux espoirs qui datent de fait de 1795. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un processus qui est constamment, qui émerge de manière, il est vrai, discontinue. Et jamais on fait le lien entre ce qui précède, puisque, en général, l'histoire s'écrit à partir de ce qui advient. Pour l'essentiel, la commune répond à toutes sortes d'événements non advenus. Et d'une certaine manière, si on en croit tout ce qui précède, la commune advient de manière parcellaire. Et ces exemples-là, c'est vrai, dans un cadre un peu réduit, c'est un petit peu le gouvernement de Pologne imaginé par Rousseau. C'est-à-dire qu'il imaginait que la démocratie ne pouvait absolument pas se réaliser dans un cadre vaste d'un État et qu'il était nécessaire de se connaître. C'est davantage peut-être l'expérience des utopistes, de Fourier à Saint-Simon en passant par Owen, et c'est Considérant qui a un petit peu installé tout ça en expliquant que si on veut une vraie démocratie, il faut que ça soit à une échelle réduite, et donc la commune. Et c'est pour ça que peu à peu, les choses se sont constituées, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire à Pierre Leroux. C'est lui qui a été à l'initiative de cette appellation socialisme utopique, parce que ça paraissait aller de soi. Et à chaque fois, les uns et les autres se constituaient dans un cadre relativement de connaissance. Il faut se connaître pour pouvoir d'abord débattre et ensuite voter, puisque la démocratie, c'est le débat. Et ça n'est qu'à l'issue du conflit, c'est-à-dire de l'échange, qu'on peut effectivement mettre en œuvre les décisions qui ont été prises et qui ont été votées. On est maintenant les héritiers de quelque chose qui ressemble à peine à la démocratie. On le nomme démocratie représentative, mais de fait, c'est une caricature de ce à quoi l'essentiel des populations aspirait, c'est-à-dire être partie prenante de l'espace public, partie prenante de la politique. Et la politique, ce n'était pas simplement l'échange à l'issue des élections, mais c'était le processus de construction d'une réflexion globale à l'échelle aussi bien locale qu'à l'échelle plus large d'un État et bien sûr à l'échelle internationale. La petite échelle, oui, me semble un exemple, et peut-être que de ce point de vue-là, Paris a pu représenter quelque chose d'un petit peu incitatif auprès de tous ceux qui organisaient quelque chose de relativement neuf par rapport à ce qui était, mais cette nouveauté, elle est toujours d'actualité puisqu'elle n'a jamais été mise en œuvre réellement.
Alors, pour prolonger ce que disait Michel, et notamment quand tu as parlé, Michel, des événements non advenus, et ça va aller ensuite, me semble-t-il, dans le sens de ta question, Penny, en fait, je pense justement à juin 1848, enfin au moment 1848, dont Michel est la grande spécialiste, mais ce qui est intéressant sous la Commune, c'est que, par exemple, quand on réfléchit à la réorganisation du travail, un travail qui soit émancipateur, et un travail à propos duquel les productrices et les producteurs auraient la totalité de la valeur de leur production, qu'elle échappe justement aux usuriers et aux exploiteurs. Ils disent qu'il ne faut pas reproduire l'échec de 1848 avec les ateliers nationaux, parce qu'on ne veut pas simplement d'une sorte de charité gouvernementale, on ne veut pas d'une charité de l'État. On veut vraiment reprendre en main notre destin et par là même notre travail. Donc il y a toujours ces références, on l'a dit beaucoup au passé, faire vivre le passé, mais c'est aussi pour en tirer non pas des leçons, parce que c'est très abrupt, très aride, je trouve, les donneurs de leçons de l'histoire, mais c'est vraiment prolonger des moments, puisque, bon, juin 1848, c'est encore tout près, tout frais, justement, des femmes et des hommes de la Commune, et dépasser en même temps les échecs. Et donc, à l'échelle, en effet, à une échelle réduite, même si on sait bien également que la grande aspiration de la Commune, y compris quand elle s'adresse aux grandes villes, quand elle s'adresse aussi avec ce magnifique texte d'André Léo aux paysans des campagnes, c'est de se fédérer, justement. C'est de faire en sorte que Paris ne soit pas forcément un modèle, mais en tout cas qu'il puisse être un vivier d'inspiration pour d'autres communes qui acquièrent leurs droits, leur affranchissement, et en même temps se fédèrent. Et c'est ça qui est réalisé aussi, cette fédération de communes qu'on appelle le confédéralisme démocratique, donc au Rojava, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est bien sûr cette articulation des échelles. L'échelle la plus fine, ça va dans ton sens, c'est une manière de réaliser la démocratie véritable. Plus on est prêt, plus on va pouvoir décider des vies, des existences, etc., de la production. Bon. Et en même temps, on ne peut pas se passer d'échelles un peu plus vastes. Et donc, comme on le voit aussi au Chiapas, il y a 3 niveaux d'organisation. C'est une toute autre conception de la démocratie que celle à laquelle dont nous sommes familiers et familières. C'est-à-dire vraiment l'idée que, comme on le voit au Chiapas, sur les écriteaux à l'entrée des villages, ici, le peuple décide et le gouvernement obéit. Et donc, c'est une charge ponctuelle. Comme les mandataires de la commune, les élus étaient mandatés, il y avait la révocabilité du mandat. Là, c'est pareil. On varie les échelles parce qu'il y a des choses qui se décident à une échelle un peu plus élevée que celle du village, de la commune, du quartier, etc. Mais plus on est prêt, plus on va pouvoir réaliser cette aspiration que le gouvernement ne fait qu'obéir à ce dont le peuple décide. Et aussi, on constate que plus c'est près, plus c'est ce niveau-là, le plus facilement les femmes s'impliquent. En fait, dans toute expérience, que ce soit même au niveau institutionnel, les élections municipales, etc., mais toutes sortes de choses, parce que c'est vrai qu'avec toutes les barrières qui existent, c'est plus facilement franchissable à ce niveau-là. Bon, alors, en fait, si on veut laisser un tout petit peu de temps après l'enregistrement pour s'il y a des questions, peut-être on devrait penser à donc conclure cette partie-là. Donc, je vous invite si vous voulez encore faire quelques remarques sur le sujet. Ce qu'on pourrait faire, c'est conclure par une chanson de la Commune. Mais je voudrais juste ajouter que le livre que j'ai publié en 2020, Le réveil de l'utopie, je ne l'ai pas écrit seul, je l'ai écrit avec Jean-Louis Laville. Et c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer justement ces expériences à Barcelone d'une vraiment très grande efficacité et particulièrement intéressant pour
ce dont on parle aujourd'hui sur l'actualité de la commune. Mais je chanterai volontiers une chanson, La Semaine sanglante, mais je sens que j'ai la voix légèrement cassée, donc ça serait très mauvais, surtout qu'il n'y a pas de musique. Michel qui me tend le micro comme si moi j'allais chanter La Semaine sanglante. Non, mais on peut juste dire en effet que voilà, tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte, donc elle n'est pas morte. Et vive la commune. Bon, donc, au nom de l'association, je vous remercie d'être venu et je remercie surtout nos deux invités. Donc, en fait, pandémie, etc., donc des initiatives ont dû être reportées. Donc, en fait, la prochaine table ronde dans la série que nous avons organisée aura lieu le 7 septembre. Ce serait avec Jean-François Bouperron et ce serait l'enseignement sous la commune que Michel a souligné la grande importance effectivement de cette question à ce moment-là. Donc, c'est juste, pardon, Pénie, de t'interrompre, mais à propos de Jean-François Duperron, parce que je trouve qu'on parle malheureusement trop peu de son travail, alors que là, il vient de publier coup sur coup en 2020 et en 2021 2 ouvrages absolument majeurs, très beaux, très importants. L'un qui s'appelle « À l'école de la commune », qui est paru aux éditions Raison et Passion. C'est vraiment un volume décisif pour comprendre justement tout cet héritage des décennies précédentes sur l'émancipation scolaire et pour comprendre la grande différence qu'il y a entre l'école de la commune et l'école de Jules Ferry. C'est pas du tout la même chose, même si on dit, voilà, dans les deux cas, c'est l'école gratuite, laïque, mais en fait, il y a une différence majeure en termes de rapport à l'égalité, à la liberté, à l'émancipation. Et puis, il a publié aussi cette année chez Quimé un volume important à tous égards qui s'appelle Commun Commune. Et je pense que c'est fondamental d'aller l'écouter aussi parce que c'est vraiment un grand homme sur la commune, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi en philosophe de l'éducation notamment. Et merci à Marc de nous avoir associés à cette initiative. Et j'espère que la commune vivante nous accompagnera pendant tous les temps qui viennent. Merci à tous membres. Voilà. Et n'oublions pas qu'effectivement, samedi, le matin sur la place de la République et l'après-midi, ceux qui veulent que la commune vive encore seraient dans la rue. Bon, donc, si l'enregistrement est terminé... Il faut dire au revoir et je finis. Voilà, je pense qu'on a dit au revoir, on a remercié tout le monde et on remercie les techniciens. Merci.